Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 heures de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Plus de 3 millions de chômeurs sans aucune activité en métropole. Un seuil jamais franchi depuis 1999 de New York. Tout à l'heure, François Hollande a invoqué une situation dont nous héritons. Confrontation aujourd'hui des projets à l'UMP entre François Fillon et Jean-François Copé, dont la petite phrase sur le racisme anti-blanc soulève une polémique. Invitée du 19h, Samia Ghali, sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône, au franc-parler désormais bien connu sur la réalité des cités, elle réagira. Les territoires d'outre-mer, sous la bienveillance du gouvernement, maintien sans limite des niches fiscales pour les investisseurs et une loi débattue aujourd'hui au Sénat contre la vie chère. Le ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, sera également avec nous dans ce journal. 3 11 000 demandeurs d'emploi, donc sans aucune activité. Ce cap symbolique a à nouveau été franchi en août, et cela pour la première fois depuis 16 ans, en incluant les inscrits à Pôle emploi exerçant une activité réduite. Près de 4 500 000 Français cherchent un travail en métropole. Le ministre de l'Emploi et du Travail, Michel Sapin, avait préparé les esprits en annonçant par avance des chiffres forcément mauvais. Pôle emploi doit donc faire face avec difficulté à cet afflux de nouveaux chômeurs. Mais c'est un paradoxe, reste avec plus de 250 000 offres de postes sur les bras. Les services à la personne, certains secteurs industriels, l'hôtellerie-restauration proposent des emplois qui ne trouvent pas preneurs. Métiers jugés parfois trop difficiles ou pas assez payés. L'enquête de Julie Hulin. 30 ans que Renato travaille dans la restauration. À la tête d'un resto italien dans le centre de Paris, il emploie aujourd'hui 15 salariés. Seulement depuis quelques années, recruter un serveur est devenu un véritable parcours du combattant. Le problème, c'est que les jeunes ne veulent plus faire ce métier. Nous avons passé plusieurs annonces et il n'y a personne. Alors, on nous envoie une personne par semaine ou une personne tous les 15 jours ou alors pas du tout. Résultat, pour faire tourner son restaurant, Renato a fini par recruter son personnel à l'étranger. Parmi eux, Irieta, une Albanaise qui comprend mal la situation française. Il y a plein de chômage, en même temps il y a plein de travail, mais les gens, on dirait qu'ils n'ont pas beaucoup d'envie de travailler. C'est pas compliqué, il faut remettre les gens au travail. Il faut leur dire maintenant, voilà, il faut aller travailler, il ne faut pas rester comme ça à rien faire et puis à prendre des petits boulots à droite à gauche. Il y a du travail dans la restauration. Actuellement, entre 250 000 et 500 000 offres d'emploi ne trouvent pas preneur en France, faute de main-d'œuvre qualifiée et disponible. Parmi les secteurs les plus touchés, la restauration, les aides à domicile, mais également les ingénieurs informatiques. Des emplois qui souffrent d'un déficit d'image dans un marché du travail où les jeunes sont de plus en plus diplômés. Une équation difficile que le gouvernement devra pourtant résoudre pour tenir sa promesse d'inverser en 1 an la courbe du chômage. Et pour apporter une réponse au désespoir de la jeunesse frappée durement par le chômage, quelques 100 000 emplois d'avenir devraient être proposés dans les semaines qui viennent. Emplois dans les collectivités locales subventionnés par l'État pour des jeunes peu ou pas qualifiés, considérés comme un sparadrap par l'opposition. Le dispositif a été voté la nuit dernière par le Sénat. Simon Barbarie. Qui est pour ? C'était la proposition 34 du programme de François Hollande. Hier soir, les sénateurs ont voté le texte sur les emplois d'avenir. Si l'ensemble de la majorité a approuvé le projet de loi, le groupe communiste s'est lui abstenu, tout comme les centristes. Ce texte destiné à lutter contre la hausse du chômage a aussi reçu l'aval de quelques UMP, comme Jean-Pierre Raffarin ou encore Fabienne Keller. Pas encore de consensus, mais l'ambiance était décontractée hier dans l'hémicycle. J'ai dans mon ministère une boîte en carton, parce que nous n'avons pas les moyens de nous payer plus que du carton. Avec une fente, monsieur Desessard, avec une fente au milieu. Une petite fente au milieu de la boîte en carton recyclable. Et à chaque fois que quelqu'un dit contrat d'avenir, c'est 2 €. Ce sont des emplois d'avenir, monsieur Desessard. Donc vous me devez déjà 4 €. Les emplois d'avenir concernent les jeunes de 16 à 25 ans pas ou peu qualifiés, originaires de zones prioritaires. Entendez par là les zones où le taux de chômage chez les jeunes dépasse 22%. Les entreprises privées ne sont pas concernées, seules les collectivités locales et les associations pourront souscrire à ces emplois d'avenir. Le gouvernement prévoit d'en créer 150 000 d'ici 2014, dont 100 000 dès l'an prochain. Largement subventionnés par l'État, leur coût est estimé à 1,5 milliard d'euros. Les premiers contrats de ce nouveau type pourraient être signés à partir du 2 novembre.
Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, confronté chaque jour à un plan social après le laboratoire Sanofi, la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne près de Rouen, un site menacé de fermeture et qui emploie 550 salariés. On écoute Arnaud Montebourg. Le gouvernement se bagarre pour convaincre qu'il est nécessaire de reprendre cette raffinerie. Nous ne sommes pas sûrs de réussir, c'est ce que j'ai dit aux travailleurs de Petit-Couronne. Mais si on a la moindre chance, eh bien, il faut la jouer. Je me souviens qu'un certain Nicolas Sarkozy avait dit « Petroplus, c'est réglé ». Eh bien, si c'était réglé, on ne serait pas là. Hein. C'était réglé pour lui pendant les élections, mais ce n'était pas réglé pour les gens qui travaillent ici, qui n'ont toujours pas de solution. Et donc tout à l'heure, François Hollande, toujours à New York, à l'Assemblée générale de l'ONU, a déclaré à propos des 3 millions de chômeurs que c'était une situation dont nous héritons. Après Madrid hier soir, une nouvelle manifestation d'indignés contre l'austérité a donné lieu à des affrontements avec la police. Athènes a connu une journée agitée de grève générale sur le même thème contre un nouveau train d'économie avec des heurts, donc on le voit au centre de la capitale grecque, une nouvelle journée nationale de mobilisation qui a dégénéré à Athènes. Le Mali demande officiellement une résolution autorisant une force militaire internationale pour reconquérir l'intégrité de son territoire en partie occupé par des forces islamistes. L'option militaire doit être considérée avec une extrême prudence, avertit Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, qui s'inquiète notamment des questions humanitaires dans tout le Sahel. Le président de la République française demande, lui, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur le Mali. Notons que le chef de l'État a croisé aujourd'hui à distance Ségolène Royal dans un hall des Nations Unies à New York alors qu'il faisait son entrée dans un hall. Il a fait demi-tour pour entrer par une autre porte alors que son ex-compagne tenait, elle, un point de presse. Jean-François Copé et François Fillon, les deux candidats à la présidence de l'UMP, dévoilent leur projet, mais une petite phrase du second a occulté les programmes. Jean-François Copé écrit en effet dans un livre à paraître qu'il entend briser un tabou en dénonçant le racisme anti-blanc, un terme très connoté Front National, ainsi que le dénonce la gauche et une partie de la droite. Cécile Sixou. Griller la priorité, un art dans lequel excelle François Fillon depuis le début de la bataille pour l'UMP. Après l'annonce précoce de sa candidature et le bluff sur le nombre de ses parrainages, ce matin, l'ancien Premier ministre comptait bien de nouveau devancer Jean-François Copé en présentant son programme avant lui. Mais cette fois, le challenger a pris de court le camp adverse en jetant un pavé dans la mare. Dans son manifeste pour une droite décomplexée, un livre à paraître prochainement, il y dénonce le racisme anti-blanc, une expression autrefois utilisée par Jean-Marie Le Pen. Je pense qu'il est un racisme dont on ne parle pas et qui est une grande souffrance pour beaucoup de nos compatriotes dont la peau est blanche et qui vivent dans des quartiers où ils se sentent en réalité presque pointés du doigt dans leur vie quotidienne. Un virage à droite assumé. Il n'y a aucune raison que ces discriminations ne soient pas évoquées comme une réalité. Je considère que le chemin de reconstruction de la droite et du centre droit doit se faire en disant la vérité. En déplaçant le curseur à droite, Jean-François Copé se place dans le sillage de la dernière campagne de Nicolas Sarkozy, des propos qui laissent de marbre l'ancien Premier ministre. Je récuse tous les débats sur la droitisation ou la centralisation de l'UMP. Ça n'est pas en penchant d'un côté ou de l'autre que nous pourrons proposer aux Français un vrai projet de redressement national qu'ils seront en mesure d'accepter. Demain, les deux concurrents se retrouveront aux journées parlementaires de l'UMP à Marc-en-Barreuil. Invité du 19h, donc Samia Ghali, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône. Alors votre demande de faire intervenir l'armée contre les dealers à Marseille vous a propulsé à l'avant-scène, demande rejetée par les plus hautes autorités de l'État et puis par Manuel Valls, que vous avez d'ailleurs rencontré aujourd'hui même, je crois. Ce matin. Ce matin même, le ministre de l'Intérieur qui vous avait lancé, je crois, au téléphone. Tu veux que j'envoie la deuxième DB? Il a confirmé ses propos. Oui, non, mais depuis quand même, les choses ont avancé. Oui, on va en parler. Mais est-ce que vous avez confirmé votre demande devant le ministre de l'Intérieur? Je ne regrette pas ma demande. Votre réaction d'abord, Samia Ghali, à l'évocation donc d'un racisme anti-blanc. Vous l'avez entendu par Jean-François Copé. Est-ce une réalité pour vous? Moi, je ne sais pas où il vit Jean-François Copé, donc je pense qu'on ne doit pas vivre dans le même pays.
Vous savez, moi dans mes quartiers, dans mon secteur, j'ai 100 000 habitants, j'ai des gens de toute confession, de toute couleur, comme il dit, parce que je savais pas qu'il fallait avoir des couleurs. Et à Marseille, on bronze vite, hein, on est tous bronzés d'ailleurs. Donc je sais pas qui est le blanc, qui est le mat des fois à Marseille, mais je crois qu'il faut faire attention. Si M. Copé, d'abord, il est en campagne électorale, donc il essaie d'être, moi je dirais pas la droite, hein, parce que la droite, c'est l'UMP. Il essaie d'être à l'extrême droite, mais c'est pas en courant. Il a déjà fait à courir après le Front National et ça leur a pas réussi. Donc je crois qu'il faut qu'il change de braquet. Et pour le coup, je salue les propos de M. Fillon qui sont d'une sagesse extrême. Vous aimez briser les tabous, Samia Ghali. Jean-François Copé dit c'est ce qu'il fait en parlant de racisme dont sont victimes les petits blancs dans certaines cités qui sont obligés de baisser la tête parfois. Écoutez, moi j'étais samedi dans un quartier de mon secteur où il y avait une fête de quartier. Il y avait toute la population, qu'elle soit blanche comme il dit, mate, noire, je sais pas. Et j'ai pas eu le sentiment que les gens ne se parlaient pas. C'est au contraire, les gens vivaient les mêmes problèmes, les mêmes souffrances. Et je crois qu'il faut faire attention parce que quand M. Copé dit ça, il dit pas par contre que eux ont créé les écoles ghetto depuis des années en France, qu'ils ont mis dans les mêmes écoles les Noirs, les Arabes, les Gitans, avec les mêmes problématiques. Oui, ils ont créé les écoles de la République, l'école ghetto de la République, c'est eux qui l'ont créé. Alors oui, ça, ils peuvent le dire, que peut-être que finalement, ceux qui ont aujourd'hui à souffrir, c'est peut-être ceux-là. Ceux qu'on a ghettoisés, à qui on a dit, finalement, vous n'avez pas de chance, vos écoles, ce sont des garderies, ce ne sont plus des écoles pour apprendre, finalement, le savoir. Alors moi, je crois qu'il faut tout simplement que M. Copé revoie sa copie, que peut-être que la campagne électorale l'excite un peu trop, et qu'il faut qu'il se calme un peu. Et c'est un clin d'œil au Front National, éventuellement prélude à des accords, une idée que rejette Jean-François Copé. Écoutez, moi je suis persuadée que c'est effectivement, il la rejette aujourd'hui, mais il est en train de préparer peut-être l'avenir, notamment de 2014, au des municipales, en se disant que peut-être un accord dans certaines villes avec le Front National, ça ferait pas de mal. Donc bon, il est peut-être dans une tactique et un calcul politicien, mais il faut faire attention aux termes qu'on utilise et ne pas monter les Français les uns contre les autres. Je pense que les Français ont assez de soucis aujourd'hui avec les problèmes d'emploi, et on le voit tous les jours, pour aller se préoccuper de savoir s'ils sont bien avec leurs voisins avec lesquels ils ont grandi, et croyez-moi, avec lesquels ils partagent beaucoup plus de choses que ce que ne croit M. Copé. Quels sont les thèmes que vous avez abordés ce matin avec Manuel Valls ? Écoutez, la situation marseillaise, voilà, j'ai abordé beaucoup de choses avec lui, donc je vais pas. Vous avez évoqué la question du droit de vote des étrangers aux élections locales de 2014, justement. On en a parlé, effectivement. Moi, je trouve que l'attitude, encore une fois, de M. Copé, qui était une attitude agressive hier soir vis-à-vis du ministre de l'Intérieur. Ils ont eu un échange très vif à l'Assemblée nationale. Oui, je l'ai vu, et qui n'honore pas finalement, qui n'honore pas la République, quoi. Il faut faire très attention. Mais sur le fond, vous savez que Manuel Valls considère que ce n'est pas le moment. Vous êtes en faveur du droit de vote des étrangers aux élections locales. Et François Rebsamen, le président de votre groupe au Sénat, considère qu'il faut peut-être attendre. Il l'a dit sur notre antenne hier. Ça fait depuis 81 que les étrangers attendent. Donc, entre-temps, il y en a qui sont devenus français. Moi, ce que je propose, c'est qu'on permette déjà, dans un premier temps, à tous les étrangers qui demandent à être français, qui sont sur le territoire français depuis très longtemps, de pouvoir le devenir le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'on facilite et qu'on simplifie tout simplement les démarches administratives pour devenir français, la naturalisation française. Ensuite, il est clair que les gens qui payent leurs impôts quand même, il est normal qu'ils sachent, qu'ils se préoccupent de savoir si on doit construire une route à tel endroit, un transport en commun, des logements, une crèche, une école. Ça me paraît normal. Ils payent des impôts. Et ces impôts locaux servent souvent à cela, d'ailleurs. Donc il faut peut-être qu'ils puissent s'exprimer là-dessus. Le chômage, la barre des 3 millions donc a été franchie au mois d'août. Vous avez voté la nuit dernière, j'imagine, pour les emplois d'avenir, pour les jeunes peu ou pas qualifiés. Samia Ghali, est-ce pour vous une solution dans les quartiers qui sont minés par l'économie souterraine? Est-ce que ça peut susciter un intérêt pour les jeunes? Il aurait fallu déjà le faire plus tôt, peut-être pour éviter, je dirais, la cascade dans laquelle nous sommes tombés, dans laquelle la droite nous a propulsés. Et il est clair qu'aujourd'hui, il faut effectivement apporter des moyens à cette jeunesse, apporter des réponses à cette jeunesse. Et croyez-moi, les jeunes que je rencontre, parce qu'une majorité quand même de ces jeunes-là veulent s'en sortir et font ce qu'il faut pour s'en sortir. Il faut leur donner les moyens d'y arriver, parce qu'il faut bien montrer justement à ces jeunes-là qu'il y a aussi de l'espoir et que l'espoir ne se trouve pas toujours dans le trafic. Donc, les
emplois subventionnés dans les collectivités locales, ça peut être pour vous un coup de pouce. Bah, écoutez, moi je préfère les trouver dans les collectivités avec une formation, avec une construction derrière un emploi d'avenir, plutôt que au pied d'une cité à attendre finalement de regarder les voitures passer devant leur cité. Marseille, donc un nouveau préfet de police a été nommé dans votre ville. On annonce, Manuel Valls vous l'a confirmé, des renforts de policiers, de gendarmes, 200 effectifs en plus. Est-ce que ça va aller dans le bon sens à Marseille ? Je l'espère. J'espère que d'abord, il n'y a pas que la police qui peut aller dans le bon sens. J'ai reçu donc la ministre de la Justice aussi il y a quelques jours à Marseille dans mon secteur, et que ce soit la justice et la police doivent marcher, fonctionner de concert ensemble. On oppose souvent Manuel Valls et Christiane Taubira, vous le savez. Ils sont tous sauf opposés. Ils n'ont aucun intérêt à l'être d'ailleurs. Ils ont plutôt intérêt à fonctionner, à marcher dans la même direction. Parce que c'est. Et vous, par exemple, vous pensez qu'il ne faut pas envoyer certains jeunes en prison car c'est l'école de la récidive, comme le dit la ministre? Moi, je dis qu'il faut faire attention parce que de mettre des bracelets à des jeunes, il ne faut pas donner le sentiment qu'ils ont une médaille à la fin. Voilà. Et c'est vrai, mais on l'a dit, les travailleurs sociaux l'ont d'ailleurs dit à Madame Taubira, elle l'a entendu aussi. Et je crois qu'il faut peut-être en France voir pourquoi il y a des personnes qui sont en prison qui pourraient ne pas l'être. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en prison pour des problèmes tout simplement de conduite en état d'ivresse. Et peut-être il y a d'autres façons de pénaliser ces personnes-là plutôt que de les laisser enfermer en prison. Une question sur Arnaud Montebourg. Vous l'avez entendu dans le journal, il s'occupe des plans sociaux, mais il est attaqué par votre mentor Jean-Noël Guérini pour diffamation. D'ailleurs, il y a eu un passage par le tribunal hier. Qu'est-ce que vous inspire le ministre du redressement productif dans ce contexte-là? Marseillais, j'ai envie de dire. C'est-à-dire dans le contexte marseillais. On sait le conflit qu'il a avec Jean-Noël Guérini. C'est des affaires de justice sur les affaires marseillaises. Je ne les commenterai pas. J'estime que chacun a à dire ce qu'il a à dire et moi je veux surtout pas je n'ai pas commenté ce genre de. Vous avez des ambitions pour les municipales à Marseille? J'ai des ambitions pour faire réussir Marseille et faire sortir Marseille, je veux dire, marasme dans lequel elle se trouve, parce que cette ville, je l'aime, les Marseillais l'aiment et tout le monde a envie de faire évoluer Marseille. Mais quel rôle vous entendez jouer au municipal de 2014? Un rôle de tout premier plan, candidate, incarnation d'une alternance dans la ville? Écoutez, on verra bien. Merci Samia Ghali d'avoir été avec nous ce soir. La question sans cesse relancée désormais du coût de la vie dans les territoires d'outre-mer, à l'origine, on le sait, de poussées de fièvre régulières aux Antilles et à la Réunion. François Hollande avait promis durant sa campagne d'apporter des solutions au pouvoir d'achat amputé par des prix supérieurs de 30 à 50% parfois à ceux pratiqués en métropole. Le Sénat a donc été saisi aujourd'hui d'un projet de loi. Marie Brémaud. Les politiques haussent le ton face à une situation économique depuis longtemps décriée dans les dom-toms. En cause, la cherté de la vie. L'économie de marché, ce n'est pas ma tasse de thé. Je suis là pour réguler ce système-là, donc corriger ses imperfections. En l'occurrence, dans les départements d'outre-mer et dans les outre-mer en général, compte tenu des exiguïtés du marché, la libre concurrence ne fonctionne pas et le devoir des parlementaires de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait un comportement vertueux. Un comportement vertueux des distributeurs, dépositaires de marques et autres intermédiaires afin d'éviter les marges folles. 80% des denrées alimentaires sont importées. Conséquence, les territoires d'outre-mer souffrent d'un manque cruel de concurrence. Le projet de loi met en place un bouclier qualité-prix qui permettrait si nécessaire au préfet d'encadrer les prix de certains produits. Un début, mais il faut aller plus loin. C'est une boîte à outils, mais à mon avis, qui nécessite encore un travail. Et notamment, il faut améliorer la production locale. Si nous améliorons la production locale, c'est sûr que de toute façon, nous serons plus concurrentiels. Pour l'UMP, les surcoûts liés à l'insularité sont irréductibles. Il faut donc prendre le problème par l'autre bout. Il s'agirait de créer les conditions pour que le travail et les investissements garantissent à chacun des revenus suffisants. Dans les territoires ultramarins, le panier de la ménagère est en moyenne 30% supérieur à celui de la métropole, ce qui est loin d'être le cas de tous les salaires. Invité du 19h, donc Victorin Lurel, le ministre des Outre-mer, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Faire baisser les prix, c'est une absolue nécessité pour vous, pour les habitants des Outre-mer? C'est un impératif. Un impératif. C'est une absolue nécessité, parce que les gens attendent depuis très longtemps, parce que les structures sont là depuis des décennies. Les structures, et les situations que vous voulez condamner, par exemple, certaines situations de monopole dans la distribution. D'oligopole, d'entente, de pratiques commerciales abusives, il faut le dire. Jusqu'ici, ça ne s'était jamais fait.
s'attaquer Il aux y a même un structures. ministre qui s'y est cassé les dents, c'est Yves Gégaud, un de vos prédécesseurs. On a dit qu'il avait été victime justement de sa volonté de secouer le cocotier. J'ai beaucoup d'estime pour Yves Gégaud, mais Yves Gégaud s'est laissé emporter, si j'ose dire, par la rue. Il n'a pas vraiment attaqué les causes de la vie chère. Il a voulu être trop proche d'un mouvement social. La rue est toujours éruptive dans vos territoires, Victorin Lurel. Est-ce que vous craignez de nouvelles révoltes sans cesse contre la vie chère? Si on ne s'y attaque pas résolument, oui, on peut avoir encore des mouvements sociaux, c'est une évidence. Qu'il y ait aujourd'hui un déchaînement des lobbies, ça aussi, j'en sais déjà quelque chose. Ah bon? Il faut résister. Être précis sur ces lobbies? Il y a des propositions qui sont faites ici même au Sénat, demain à l'Assemblée nationale, dans les cabinets ministériels. C'est leur travail. Nous sommes dans le principe du contradictoire. Alors, ils sont connus. C'est la grande distribution, c'est les entreprises organisées, ce sont les filières organisées. C'est normal qu'ils fassent valoir leur point de vue. Mais c'est tout aussi normal que le gouvernement soit ferme sur ses résolutions et sur sa volonté d'aller au bout d'une réforme. Et j'ai pu dire, c'est même révolutionnaire. Parce que s'attaquer aux structures depuis l'amont jusqu'à l'aval, depuis la négociation, le départ des marchandises ici en métropole pour aller dans les différents outre-mer, c'est rare et ça n'avait jamais été tenté. Est-ce qu'il y a d'autres responsabilités que les lobbies, ceux de la grande distribution que vous évoquez? Par exemple, l'État, qui taxe fortement les produits importés, au prétexte de protéger la production locale. Mais la production locale, par exemple, de fruits et légumes est notoirement insuffisante sur les îles. L'honnêteté commande de dire que ce n'est pas l'État, puisque la TVA est à taux réduit chez nous, 8,5%, quand le taux normal est à 19,6%. Il y a la fiscalité locale, il y a l'octroi de mer, qui est, il est vrai, la recette des collectivités. Il y a tout, il y a le transport maritime, il y a le coût, le fret, l'assurance, la fiscalité locale, les marges de stockage, les marges de distribution et les marges de détail. Tout ça, il faut décomposer les différents segments du maillon de la chaîne de formation des prix. C'est ce que nous tentons de faire. Alors, justement, soyons le plus concret possible. Quelle est la mesure la plus forte, selon vous, que contient cette loi? On parle d'un bouclier contre les prix, avec un panier en quelque sorte, un panier de la ménagère. Tout est fort, c'est une mesure très très forte et qui est immédiate. Le préfet aura désormais le pouvoir de réglementer, d'arrêter un prix global pour un chariot type. C'est le fameux engagement du président de la République de faire ce qu'il a appelé un bouclier qualité-prix. C'est 150, 200 produits, on verra, dans les observatoires des prix. Mais il y a aussi une autre mesure forte, c'est l'interdiction des exclusivités d'importation. Il y a une autre très forte qui jusqu'ici était inapplicable. C'est le fameux article 1 de la LODEOM, celle justement portée par Gégaud, mais qui était inapplicable. Désormais, il le sera. On pourra le faire. C'est par exemple aussi renforcer le pouvoir d'intervention et de saisine des présidents de région. Il aura un pouvoir équivalent à celui Donc ça va du changer, ministre vraiment. Au niveau des étiquettes, des étiquettes de prix. Oui, bien sûr, je l'espère, et très rapidement. Vous avez parlé d'un lobby, le lobby de la grande distribution. Mais est-ce qu'on peut parler d'un lobby des élus des Outre-mer, Victorin Lurel? On sait que ces territoires ont massivement voté pour la gauche, pour le président François Hollande. Et c'est pour ça que vous avez réussi à préserver vos niches fiscales qui sont chaque année condamnées par la Cour des comptes, coûteuses pour l'État. L'inspection générale des finances également, coûteuses, inefficaces. On pense notamment aux investissements girardins qui profitent aux ménages aisés en métropole. Mais vous ne me donnerez pas malheureusement le temps de vous répondre, et de manière précise. Parce que vous me donnerez probablement une demi-minute pour vous répondre. Non, allez, une minute. Premièrement, les analyses de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances existent, mais ont un biais doctrinal. Deuxièmement, l'avantage fiscal va à l'exploitant. À l'exploitant. 2/3 de l'avantage fiscal va à l'exploitant. Ensuite, l'argument le plus puissant et qui a été entendu par le président de la République et par Jean-Marc Ayrault, c'est quoi? Les banques ne financent plus. L'État, depuis 10 ans, n'est plus là. L'Europe est là, mais regarde ailleurs. L'agenda de Lisbonne, c'est-à-dire les TIC et autres économies du savoir, de l'innovation et de la recherche. Les impôts sont au taquet. Vous n'êtes pas abandonné. Vous allez voir, oui. Depuis 10 ans, on a perdu plus de 500 millions. C'est quoi, vous m'interrompez. Si le budget des Outre-mer, il y a 10 ans, lorsque Christian Paul est parti, c'était 2 milliards d'euros. 2 milliards. Sur ces 2 milliards, il y avait 1 milliard à peu près pour les exonérations de charges patronales de sécurité sociale. 12 ans après, il est à 1,9 milliard.
Et si je dois défalquer l'inflation, ça va très loin. Alors, lorsqu'il n'y a plus de sources de financement, il ne reste qu'une seule chose, c'est les dépenses fiscales, donc ce que vous appelez les niches fiscales. Et si donc même si ça coûte très cher au budget de l'État, il faut les garder. Si on n'organise pas un différentiel fiscal attractif, ce qu'on appelle l'attractivité fiscale. Je prends un cas précis pour illustrer ça. On a fait du Malraux à 10 000 euros à Paris, mais 10 000 euros aussi à Cayenne, à Fort-de-France ou à Saint-Denis de la Réunion. Personne n'est venu défendre le patrimoine parce qu'il n'y a pas d'attractivité. Un contribuable investisseur dont 2 tiers de l'avantage ira à l'exploitant n'a aucun intérêt de venir dans ces territoires où il n'y a pas de financement, il n'y a pas de banque, où l'État n'a pas de grands projets, sauf ce que nous sommes en train de faire, le retour de l'investissement productif. C'était un impératif et une nécessité que de préserver l'attractivité fiscale. C'est compliqué quand même, hein, tous ces chiffres. C'est compliqué, mais c'est qu'on le simplifie. On reste trop souvent sur merci Béré, ça fait depuis Bérégovoy. Ouais. Le fameux yacht de Bérégovoy, merci Bérégovoy. J'entends des journalistes qui me parlent de ça toujours. On a moralisé ces niches fiscales, elles sont aujourd'hui efficaces. Il y a en revanche elles sont terriblement efficaces. Il y a une évaluation à faire. En quoi? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Elles sont efficaces dans quel secteur d'activité par exemple? Notamment le bâtiment, le logement? Dans le bâtiment, dans le logement. La preuve, le logement, ça marche très fort. Sur la défiscalisation du logement social. Ça a augmenté. En revanche, nous voulons sanctuariser la ligne budgétaire unique. Si on devait supprimer les niches fiscales, vous savez combien d'argent on devrait inscrire en crédit d'intervention? 3 milliards. On n'a pas l'argent. On n'a pas. Et sur le Girardin que vous évoquiez, à l'époque, c'était 4,8 milliards diagnostiqués par l'IGF et par la Cour des comptes. Aujourd'hui, savez-vous à combien sommes-nous? 10 ans après, je vous le donne. Eh bien, nous sommes à 425 millions. Le seul dossier de Konyambo, la métallurgie en Nouvelle-Calédonie, c'est 330 millions demandés. C'est insuffisant. Aujourd'hui, au total... Au total, les niches fiscales, c'est 1,4 milliard, dont 875 millions pour l'investissement productif. Et un seul dossier de 330 millions. On dit qu'il y a là à trouver d'autres sources de financement. Il y a trop de chiffres, hein, Victor Lurel. En tous les cas, je retiens qu'on dit toujours qu'il y a un chien de garde devant chaque niche. C'est ce que vous êtes là. Président et un rapporteur général UMP de l'Assemblée nationale. Là où il y a des niches, il y a des chiens. Oui. Eh bien, il y a des niches fiscales, je peux vous dire, nous ne sommes pas des chiens. Vous les défendez en tous les cas. Oui, on les défend parce qu'on n'a pas la solution de remplacement. Les crédits d'intervention, 3 milliards, on ne les a pas. On parle des 3 millions de chômeurs en France métropolitaine depuis le début de cette édition. Victor Lurel, on rappelle que dans les territoires d'outre-mer, le chômage est endémique. Oui, endémique et fort prégnant. C'était mon amendement que Mme Lagarde avait accepté d'inclure les statistiques du chômage. Les 3 millions, c'est depuis, il me semble, le mois de juin. C'est maintenant la France métropolitaine qui connaît cela. Et nous aurons encore des chiffres mauvais jusqu'à au moins la fin de l'année. C'est une évidence. Oui. Vous connaissez les chiffres de l'impopularité de François Hollande en métropole. Vous pensez que dans les territoires d'outre-mer, c'est dit, il en va différemment pour lui après ce que vous annoncez? Lorsque le président et le Premier ministre m'ont appelé pour être ministre, ils m'ont dit, Victor, on te demande d'être ministre, mais nous n'aurons pas d'état de grâce. Nous n'aurons pas d'état de grâce. Et on a besoin de ministres efficaces et travaillant directement. On savait donc que la chose serait fort difficile. Mais rendons-nous cette grâce. C'est quand même pas l'action du gouvernement qui est à l'origine de cette explosion du chômage. Les plans sociaux qui apparaissent subitement aujourd'hui et pas hier avant une élection. Donc c'est difficile, on le sait. Ça va augmenter, on le sait. Nous avons des efforts à faire et à corriger dans la justice. C'est ce qu'on est en train de faire. Merci Victor Lurel d'être venu ce soir avec nous dans le journal de 19h. La question du nouvelobs.com, craignez-vous de perdre votre emploi? Vous avez répondu oui à 60%, non à 31%. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, question d'info à 22h, le journal de Public Sénat avec Sonia Mabrouk. Bonsoir. Ils sont 15 à 20 000 en France. Pour beaucoup, leur arrivée dans une commune est synonyme de délinquance, de conditions de vie insalubres et de mendicité. Ce sont les Roms. Quelle place leur faire en France? Comment gérer cette question qui nous expose régulièrement aux critiques de Bruxelles? Les Roms en France, c'est donc le thème du docu et du débat de la semaine sur Public Sénat. Le débat, présenté par Benoît Duquesne, dimanche à 10h sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel,
Connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.